Pierre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second épisode sur la ville de Saint-Brieuc, épisode qui est issu des visites que j'ai données pour récolter des sous pour la marche des fiertés des Côtes d'Armor qui aura lieu le 13 mai prochain. Visite que j'ai terminée hier, j'en ai fait 22 et ça a permis de récolter 3100 €, c'est incroyable. Au début, moi j'avoue, je m'étais un peu donné l'objectif de financer les toilettes, qui était ce qui avait coûté le plus cher dans l'organisation de la marche l'année dernière. Et finalement, pour cette édition, il y a tellement d'argent qu'on va pouvoir mettre des pissotières en diamant dans toute la ville. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. Et vous, vous écoutez ce podcast, merci aussi de l'écouter. Mais la différence, c'est que vous l'avez gratoche, la chance. Donc je reprends cette visite podcastique et je vous partage donc tout mon savoir accumulé, car même si j'ai grandi à Saint-Brieuc, oui, je connaissais pas bien ma ville. Du coup, j'ai regardé sur internet, j'ai lu le plus de livres possible, j'ai visité les archives municipales et je vais vous expliquer ce que j'ai compris dans ce second épisode. Alors, je vous avais laissé dans l'épisode précédent à côté de la cathédrale. Il faut savoir qu'en face de la cathédrale de Saint-Brieuc, il y a la préfecture où mon papy travaillait et où, gros hasard, il a signé le permis de conduire de la maman de ma meuf. Donc, je crois qu'on peut vraiment dire qu'on était destinés à être ensemble. Je crois qu'il n'y a pas plus gros signe que ça. Mais donc, à côté de cette préfecture, collé, il y a le manoir de Quicangrogne, qui est quand même le meilleur nom de manoir du monde. Et alors, le manoir de Quicangrogne, a priori, il s'appelle comme ça parce que, en 1400 et des patates, le comte de Richemont, qui est envoyé par son frère et qui avait un nom de raclette. La raclette Richemont est au lait de montagne et ça fait toute la différence. Son frère, c'était donc un duc de je sais pas quoi. Bref, le duc là, il envoie son frangin pour faire régner l'ordre de gens qui étaient pas contents de payer des impôts. Et ce mec, il dormait au manoir. Et donc, en gros, selon lui, les habitants grognaient. Donc, voilà, pendant un dîner, il aurait dit, mais pourquoi il grogne? Quicangrogne. Et donc, le nom est resté, c'est devenu le manoir de Quicangrogne. Alors pour info aussi, au manoir de Quicangrogne, à un moment, il y a le chevalier Pierre de Bois-Boissel qui a habité là. Et pour les gens qui sont pas de la région, sachez donc qu'il y a un bois à Saint-Brieuc qui s'appelle comme ça, c'est le Bois-Boissel, avec 2 bois, c'est bois-bois. Et donc moi, quand j'ai su qu'il y avait un chevalier qui s'appelait Pierre de Bois-Boissel, j'ai demandé aux archives, je leur ai dit, mais il s'appelait comme ça parce que sa famille devait posséder le Bois-Boissel, évidemment. Non, en fait, c'est le contraire, c'est le Bois-Boissel qui s'appelle comme ça à cause de la famille de Bois-Boissel. C'est quand même un putain de hasard. Non, je veux dire, s'appeler Bois-Boissel et avoir un bois à nommer, je trouve ça fou. Bref. Donc en tout cas, le manoir de Quicangrogne, des évêques y ont vécu 2 ans, de 1824 à 1826. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, les évêques qui vivaient là-bas partaient en vacances l'été à Ploufragan, qui est une ville qui est collée à Saint-Brieuc. Et moi, personnellement, j'ai grandi à Plouf. C'est comme ça qu'on dit, on dit à Plouf. Je vous cache pas que mon but, c'était vraiment de pas être à Plouf l'été. Je veux dire, aujourd'hui, tu tapes Ploufragan sur Airbnb, ça fait pas rêver, Ça donne des trucs du genre « Découvrez votre chambre privée en plein cœur du lotissement HLM historique des Villemoisans. À proximité de la gendarmerie et du petit Leclerc du centre-ville, vous apprécierez les activités de la bibliothèque et de la toute première boulangerie en drive de l'agglomération. » Voilà, partir en vacances à seulement 6 arrêts de bus de chez soi, c'est quand même un délire. Et d'ailleurs, profitons-en pour apprécier le fait que le bus à Saint-Brieuc, c'est le TUB, le transport urbain briochin, le tube, et pas le tub, comme peuvent dire les touristes. Voilà, parce que sinon, quand on dit qu'on a pris une ligne de tub, voilà, ça a quand même un double sens, quoi. Oh, ça dit, ça craint. Sur la place de la préfecture, en face de la mairie, il y a aussi un immeuble dans lequel vivait Mireille Chrysostome. Mireille Chrysostome, c'était une résistante de Saint-Brieuc. Et moi, je sais pas trop pourquoi. En fait, je pensais que la Bretagne, et tout particulièrement Saint-Brieuc, avait été épargnée par la guerre. Moi, à l'école, on m'a raconté l'histoire de la guerre 39-45, bien sûr, mais on m'a pas raconté ce qui s'était passé précisément en Bretagne. Du coup, j'avais l'impression qu'il y avait dû avoir quelques résistants, bien sûr, qu'il y avait dû avoir quelques nazis, mais pas énormément et qu'il n'avait pas dû se passer grand-chose. En réalité, je ne pouvais pas plus me tromper. Les Côtes d'Armor ont été très très marquées par la guerre. Notamment, j'ai vu des photos d'Allemands en slip de bain des années 40 qui faisaient des photos d'eux à la plage, une plage à côté de chez nous qui s'appelle le Binic. C'était vraiment incroyable cette photo parce que vraiment ils ont fait des petits châteaux de sable, des petits pâtés et puis après ils ont écrit en coquillage Binic et après ils ont fait une très jolie croix gammée en coquillage, c'est vraiment charmant. Voilà, je sais pas ce qui est le plus choquant, cela dit dans la photo, c'est ou les croix gammées en coquillage ou les slips de bain des années 40 qui remontent jusqu'au torse là, voilà, avec leur petit paquet nazi comme on appelle ça. Voilà, c'est vraiment charmant. Vacances et nazisme, on dirait un titre de roman des années 50 ou juste l'autobiographie de Jean-Marie Le Pen. Bon, en tout cas, les Allemands, il y en avait plein, et ils sont arrivés à Saint-Brieuc précisément le 18 juin 40, le même jour que l'appel du général de Gaulle. Hello, it's me. Et en arrivant, ils ont essayé d'être sympas. En fait, ils étaient très souriants, ils ont acheté du chocolat. Et puis après, ils se sont dit, oh là là, qu'est-ce qu'on a en commun avec les Bretons? Et donc, ils ont acheté plein de saucisses. C'est une vraie histoire. Donc voilà, ils n'étaient pas allemands pour rien. Il y avait des commandantures un peu partout dans Saint-Brieuc, évidemment. Il y avait la préfecture, il y avait l'ancienne caisse d'épargne, il y avait l'ancienne Société Générale. Enfin voilà, il y a plein d'endroits, il y avait des commandantures comme ça.
À partir de 41, les Allemands mettent en place aux frontières une bande de 20 à 30 km de laquelle il était interdit de sortir ou même de rentrer. Et donc cette bande, ils l'ont mise en place effectivement aussi par chez nous, en bord de Manche, parce qu'ils se disaient que potentiellement, les Alliés pouvaient arriver par nos côtes. Donc Saint-Brieuc était en plein dans cette bande. Et quand je vous dis qu'il n'y avait pas le droit de sortir ou de rentrer, on pouvait sortir ou rentrer, mais il fallait une attestation. Voilà. Et c'est vrai que ça nous rappelle quelque chose. Et cette zone en particulier, on l'appelait la zone interdite. Et ça aussi, ça nous rappelle quelque chose, non ? Beurre salé, porte-monnaie et bois-boissel, les briochins, qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Vous en saurez plus en regardant Zone interdite ce soir sur Fureur TV. Et donc, comme il y a eu la guerre, il y a eu à Saint-Brieuc évidemment des résistants. Par exemple, il y a eu notamment des étudiants du lycée Le Braz qui avaient volé un revolver à des Allemands. Et malheureusement, ils se sont fait attraper et ils l'ont payé de leur vie. En hommage à ces lycéens, Saint-Brieuc a nommé une rue la rue des lycéens martyrs. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les To Be Free aussi leur ont rendu hommage dans une chanson qui dit « Martyr un jour, sans retour, effacer notre amour ». Bon, c'est moins connu. Il y a aussi eu l'abbé Fleury. Alors lui, il a dissimulé un poste émetteur clandestin derrière l'orgue de l'église Saint-Michel. Il a été dénoncé par une famille française qui habitait en face du presbytère. Il a été arrêté par la Gestapo le 1er juillet 44 et il est donc mort. Et donc il y a effectivement aussi à Saint-Brieuc une rue de l'abbé Fleury qui est à côté de l'église Saint-Michel, puisque c'était son église. Autre info importante, c'est que les résistants cachaient les armes dans les lavoirs. Et moi, ça m'amuse beaucoup d'imaginer les petites mamies, les petites bigoudaines qui étaient en train de faire leur linge. Et puis à côté, il y avait des sacs avec des gros flingues. Je sais pas, ça m'amuse. Et donc, à Saint-Brieuc, on avait une résistante qui s'appelait Mireille Chrysostome. Alors Mireille Chrysostome, elle a grandi à Saint-Brieuc, elle était dactylo, et en fait, elle est entrée en résistance alors qu'on savait pas qu'elle avait un engagement politique. Et vous savez, les résistants, ils devaient choisir un pseudo pour pas qu'on les reconnaisse. Et par exemple, Jean Moulin, je vous l'ai dit dans l'épisode sur Jean Moulin, lui, il choisissait toujours un pseudo qui avait les mêmes initiales que lui parce que toutes ses chemises étaient brodées avec ses initiales, Jean Moulin, JM. Et donc, comme il était très coquet, il voulait pas changer ses chemises, donc tous ses pseudos, c'était avec un J et un M, voilà. Mireille Chrysostome, elle choisit comme nom de résistante Jacotte, parce qu'elle décide de rendre hommage à une amie à elle qui s'appelle Jacotte Cavaillé-Coll, qui fait partie d'une famille qui fait des orgues, notamment celui de la cathédrale de Saint-Brieuc, celui de l'église Saint-Michel à Saint-Brieuc aussi, enfin voilà. A priori, c'était des bons orgues, quoi. Et donc Mireille Chrysostome, elle choisit de se faire appeler Jacotte, voilà, en hommage à sa pote, qui est juste sa pote, bien sûr. Et Mireille Chrysostome, on lui connaît pas de relation amoureuse avec un homme, voilà. Et elle choisit de rendre hommage à sa pote, juste sa pote. Voilà. Donc voilà, la visite que j'ai préparée, c'était pour la marche des fiertés. Voilà, je vais oser le dire. Je pose la question, est-ce que Mimi, elle était pas dans mon équipe ? Je le dis parce que, évidemment, ça m'a traversé l'esprit. En tout cas, elle était convoyeuse, agent de liaison, elle va faire beaucoup de transport de messages dans le tube de son vélo, en dessous de la selle, là. Elle va faire passer des armes, des valises, et alors même, j'ai lu un article dans le Télégramme où il racontait qu'en fait, un jour, elle était avec une pote à elle qui s'appelait Madeleine Barbier, et elles étaient sur la place du Champ de Mars à Saint-Brieuc, et elles avaient une valise qui était remplie de plastique, donc vous savez, pour faire des explosifs, quoi. Et donc, c'était un peu lourd, et donc ça les saoulait, et donc Mimi, elle a dit « Attends Madeleine, on va demander de l'aide aux Allemands ». Et donc, elles sont allées faire du charme aux Allemands, et les Allemands, ils ont dit « Pas tes problèmes, chef et fou, c'était ?» Et donc, ils ont porté cette valise qui était remplie de plastique. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment incroyable. Je pense vraiment qu'il fallait avoir un grand courage pour faire ce genre de truc. Et effectivement, elle prenait toutes les missions, quel que soit le danger. Elle a été arrêtée le 11 juillet 44. Elle va être amenée à Uzel, dans les locaux des services de renseignement de l'armée allemande. Là, elle y a été interrogée et torturée par la milice française. Sa torture, elle a duré 4 jours. Alors moi, j'ai les détails, je vous rentre pas dans les détails parce que c'est vraiment horrible. Le seul truc qu'il faut retenir, c'est qu'elle n'a pas révélé ce qu'elle savait. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a rien dit puisque personne de son réseau n'a été inquiété après ça. Et je trouve que c'est incroyable qu'elle ait tenu. Il faut savoir qu'elle a été abattue le 14 juillet 44 et moins de 3 semaines plus tard, Saint-Brieuc était libéré. Mireille Chrysostome, elle est décédée à l'âge de 20 ans. Son corps, il a été retrouvé 3 mois plus tard parce que, en fait, les Allemands ont fait une espèce de sépulture. Il y avait 54 corps à un endroit. Et ça a été retrouvé donc après la fin de la guerre. Il a fallu identifier tous ces corps. Si jamais vous avez l'occasion, tapez Mireille Chrysostome sur Internet. Regardez sa photo. Je pense que c'est quelqu'un qu'il faut pas qu'on oublie. C'était quelqu'un de très courageux. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment pas qu'on l'oublie. Après, vous allez regarder les photos. Et bon, elle est décédée quand elle avait 20 ans. Donc, on regarde la photo, on dirait qu'elle en avait 45. Mais je crois que c'est l'époque, quoi. Il faut savoir que les Américains, quand ils ont libéré Saint-Brieuc, ils n'ont tiré aucune balle parce que tout le travail avait été fait précédemment par les résistants qui savaient que les Américains allaient arriver. Il y a notamment eu une bataille rue de Guédic où des tirs ont été échangés et 17 personnes ont perdu la vie. Pas forcément d'ailleurs des résistants, ça pouvait être des gens qui étaient juste là parce qu'ils habitaient là et qu'ils ont pris une balle perdue. Quand les Allemands ont fui, ils ont fait exploser 2 choses. D'abord le port du Légué, qui est le port de Saint-Brieuc,
parce que comme ça les bateaux alliés ne pouvaient pas accoster. Et ils ont aussi fait exploser le Lycée-le-Braz parce que c'est là que les Allemands avaient leurs munitions et ils voulaient pas que les Américains les récupèrent. Les Américains sont arrivés à Saint-Brieuc le 6 août avec leurs gros chars. Ils ont offert des chocolats aux femmes, aux enfants, voilà. Et il leur fallait un traducteur. Et donc c'est Louis Guilloux, le fameux auteur de Saint-Brieuc, un auteur très connu, et qui s'en est chargé. Voilà, il parlait anglais, donc il s'en est chargé. Et pendant qu'ils faisaient leur traduction, il s'est rendu compte qu'il y avait des vraies différences de traitement entre les soldats noirs et les soldats blancs. Et de ça, donc il en fera un livre qui s'appelle OK Joe. Si d'ailleurs la guerre vous intéresse, il y a les archives municipales qui ont fait un travail formidable et ils ont interviewé des tas de résistants. Ça s'appelle les bistrots de l'histoire. N'hésitez pas à aller écouter ça. Je crois qu'il y en a sur le site, mais surtout il faut aller sur place. Franchement, n'hésitez pas. C'est assez intriguant d'écouter tous ces gens raconter Saint-Brieuc de cette époque. Là, je viens de vous parler du port du Légué. Il faut savoir que ce port du Légué, il a été construit entre deux villes, Plérin et Saint-Brieuc. Il faut savoir que ces deux villes se détestaient un peu. Et encore un petit peu aujourd'hui, mais ça va, ça s'est calmé. Et donc en fait, ils s'affrontaient en publiant des pamphlets. Alors j'en ai lu 2 qui m'ont été fournis par les archives et justement, donc en gros, point par point, ils s'insultent en disant nous on propose cette idée, nous on propose cette idée, et les autres ils répondent en disant cette idée est nulle, cette idée c'est vraiment de la merde. Et même j'ai lu un passage où ils disent en gros donc les signataires de votre pamphlet c'est des ouvriers et même des femmes, est-ce que vous pensez que cela fait sérieux? Voilà, c'était vraiment hyper sympa cette petite misogynie là, petit truc de classe aussi, vraiment super. Alors, puisqu'on est un peu remonté dans le temps par rapport à Saint-Brieuc, je voudrais aussi vous parler d'un monument qui est très joli à Saint-Brieuc, qui est le pavillon de Belle-Cise. Aujourd'hui, c'est le CCAS, donc c'est là où on va inscrire les enfants à la cantine, tout ça. Mais c'est vraiment un bâtiment magnifique, la façade est ronde en fait. Il faut savoir que ce bâtiment, la construction commence en 1775, 1780, ça dépend un petit peu des documents que j'ai trouvés, c'est jamais précis. Mais en tout cas, c'est commandé par un riche homme qui s'appelait le sieur de Belle-Cise, et le but c'était que ça devienne un évêché. Parce que Saint-Brieuc est vraiment une ville très très religieuse. Le truc, c'est que la construction n'a pas pu être complète de cet endroit, le pavillon de Belle-Cise, parce qu'il y a eu en 1789 la Révolution, et donc le bâtiment, il n'a pas pu être construit en entier. À la base, le bâtiment, il devait être 2 fois plus grand, il devait aller jusqu'au parking, qui s'appelle aujourd'hui le parking Poulain-Corbion. Là, au niveau du parking Poulain-Corbion, il y aurait dû y avoir des écuries, et il y aurait dû avoir la même devanture que la devanture ronde qu'on connaît aujourd'hui. Et là, peut-être que comme moi, vous vous dites donc comme il devait y avoir des écuries sur le parking Poulain-Corbion, eh bien c'est pour ça que le parking s'appelle Poulain-Corbion. Pas du tout. Poulain-Corbion n'a rien à voir avec des écuries puisque c'était un ancien maire de Saint-Brieuc qui avait un nom très simple à retenir puisqu'il s'appelait Jean-François Pierre Poulain de Corbion. Voilà, Jean-François Pierre, venez tous les 3. Voilà. Et si vous vous demandez à quoi il ressemblait, en vrai, moi j'ai vu des photos, il ressemblait à Jean Dujardin qui fait le lama. Voilà, très précisément, c'est cette image qui me vient en tête quand je le vois. How dare you? Alors a priori c'était un bon maire. On lui doit notamment l'élévation des premiers quais du port du Légué. Le pavage des rues, l'aménagement d'une allée qui est à Saint-Brieuc qui s'appelle l'allée des promenades. Et en plus, faut savoir que justement, en parlant des promenades, faut savoir que Saint-Brieuc, a eu des fortifications, mais pas au moment où c'était utile d'avoir des fortifications. Donc en fait, ils ont fait des fortifications, ils se sont dit ça nous sert à rien, et ils ont cassé les fortifications. Alors lui, Poulain-Corbion, il a fait partie de ceux qui ont fait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'il y a eu après la Révolution. C'était vraiment cool. Ils ont oublié de parler des femmes, mais sinon c'était vraiment cool. Et d'ailleurs, à ce moment-là, pendant la Révolution, Saint-Brieuc s'est appelé Port-Brieuc. Alors il a été élu maire et entre-temps, pour faire moins noble, après la Révolution, il a fait sauter sa particule. Poulain de Corbion est donc devenu Poulain-Corbion. Et il y en a même qui disent qu'il a profité de la Révolution pour faire agrandir son petit parc de propriétés, pour se mettre 2-3 propriétés dans la poche, voilà ce qui ferait de lui une pourriture cubique. Voilà, si vous avez écouté l'épisode de Velux, vous avez la ref. Lui, il est mort lors d'un combat qui s'appelait le combat de Saint-Brieuc, qui était un combat qui a eu lieu pendant la Chouannerie. Alors la Chouannerie, c'était une guerre civile qui a eu lieu entre des républicains et des royalistes. Et ces royalistes, en gros, ils étaient saoulés de ce que leur demandait l'État, c'est-à-dire notamment d'aller à la guerre et de payer des impôts, etc. Et donc si vous voulez vraiment en savoir plus, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de chouans en Vendée. Et c'est notamment ce qui est raconté au Puy du Fou dans une version un peu comme la mienne. C'est vraiment une vision approx de l'histoire, visiblement. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le parc d'attractions qui fait recette dessus. Donc il y a eu plein de chouans en Vendée, mais donc il y en a eu aussi en Bretagne. Et un jour, encerclé par des chouans devant un mur de la cathédrale, Poulain-Corbion a été sommé de clamer « Vive le roi ». Lui, il n'a pas voulu, il a dit « Vive la République » et il a été exécuté. Voilà, tu meurs pour la République et tu deviens un parking, voilà, la patrie reconnaissante pour 80 centimes les 30 minutes. Dans les monuments importants de la ville de Saint-Brieuc, nous avons aussi notamment le théâtre à l'italienne, qui est un théâtre qui a été construit entre 1879 et 1884. Et c'est un des rares théâtres à l'italienne qui ont été construits en Bretagne. Il y en a seulement 4 en tout. Il y en a un à Morlaix, un à Saint-Brieuc, un à Dinan et un autre, je sais pas où il se trouve. Alors celui de Saint-Brieuc, il est particulier parce qu'il s'est inspiré de l'Opéra Garnier. Et c'est vrai que quand tu le regardes,
Ah oui, c'est une photocopie. Ah bah si tu enlèves l'or, les entrées de tous les côtés et bien sûr le fait que nous on n'a pas de fantôme, hein, le fantôme de la passerelle, on appellerait ça parce que c'est le nom du théâtre. Voilà, c'est vraiment pareil, c'est le même bâtiment, c'est très impressionnant. Non, en réalité, ce qui les rassemble, c'est qu'il y a un immense lustre qui éclaire la salle à l'italienne et qu'il y a une fresque qui représente les 4 muses des arts, un peu comme à l'Opéra Garnier donc. Et ce lien entre le théâtre et l'opéra, il vient des peintres qui s'appelaient Carpezza et Lavastre, qui ont fait des essais en Bretagne, d'abord à Morlaix, puis ensuite à Saint-Brieuc, avant d'aller réaliser leur chef-d'œuvre à Paris, à l'Opéra Garnier. Donc en gros, si vous voulez, ce qu'il y a à Saint-Brieuc, c'est un brouillon de l'Opéra Garnier. Alors, il faut savoir que c'est pas le premier théâtre qui avait été construit à Saint-Brieuc. Il y avait d'abord un premier théâtre qui avait été construit entre 1809 et 1811 par un architecte parisien qui s'appelait Guillot, mais il avait brûlé. Alors pourquoi ? Probablement parce qu'une comédienne avait brûlé les planches. Ouais, non, en réalité, il y a eu un départ de feu de l'espace où il y avait le stockage des décors. Voilà, mais j'en sais pas plus. Jusqu'au lait, il y avait le restaurant du théâtre et il y a aujourd'hui une agence de voyage qui s'appelle Havas, mais à la place de l'agence de voyage, il y avait un café qui s'appelait le Café de l'Univers, qui est quand même le meilleur nom de café. En face du théâtre de Saint-Brieuc, il y a la Poste, qui est un immense bâtiment qui a été construit par l'architecte Louis Bourgin entre 1908 et 1910. Il faut savoir qu'avant, à la place de la Poste, il y avait une halle aux viandes et une halle aux poissons qui ont été détruites pour créer cette Poste, justement. Et sur cette Poste, donc il y a évidemment une horloge et autour de cette horloge, il y a une sculpture. Cette sculpture, elle vient d'un sculpteur qui s'appelait Élie Le Goff, où il y a en gros un homme à droite qui a un télégraphe et de l'autre côté une femme qui a un téléphone. Et cet Élie Le Goff, là, ce sculpteur, il a eu 3 fils, qu'on appelle les 3 frères Le Goff, qui ont donné leur nom à une rue de Saint-Brieuc qui s'appelle la rue des 3 frères Le Goff. Et ces 3 frères, c'était Élie, donc comme son père, Paul et Henri. C'est donc 3 frères qui sont nés respectivement en 1881, 1883, 1887. Ils étaient sculpteurs tous les 3, aussi comme leur père. Et ils sont morts tous les 3 pendant la Première Guerre mondiale. Élie et Paul sont morts en Belgique sous les gaz en 1915, le même jour. Et Henri, le petit dernier, il est mort des blessures provoquées par des éclats d'obus en 1918 dans la Meuse. Le plus connu des 3 frères, c'est Paul. Lui, il a notamment sculpté un truc qui s'appelle La forme se dégageant de la matière, qui est une œuvre assez belle, qui est une espèce de gros bloc de pierre avec un homme en gros qui sort de ce bloc de pierre. C'est vraiment très beau. Si jamais vous voulez le voir en vrai, vous tapez sur internet, mais sinon, c'est visible au parc des Promenades. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a gagné un prix lors d'une exposition universelle avec cette sculpture. C'est pour ça qu'à la base, cette sculpture était exposée au Jardin du Luxembourg. Mais à sa mort, en hommage, le Jardin du Luxembourg a offert cette sculpture à la ville de Saint-Brieuc, qui donc l'a placée au Jardin des Promenades. Il faut savoir qu'au Jardin des Promenades, aujourd'hui, du coup, il y a une plaque sur cette sculpture qui dit que donc, c'est lui qui a fait cette sculpture. Mais c'est écrit aussi qu'il a reçu la Légion d'honneur, cet homme. Alors moi, je me suis dit, tiens, je vais regarder dans les archives de la Légion d'honneur. Je n'ai trouvé aucune Légion d'honneur à son nom. En revanche, j'ai trouvé une nomination à la Légion d'honneur pour son père, Élie Le Goff, celui qui a sculpté la Poste. Et d'ailleurs, leur père, il va sculpter une œuvre pour la tombe de ses 3 fils qui représente leur visage. Et il y a des Bretonnes qui pleurent. C'est au cimetière Saint-Michel, qui a vue sur mer d'ailleurs. Et c'est vraiment hyper beau. Voilà, si jamais vous avez l'occasion d'aller voir. Et enfin, pour terminer ce podcast, j'aimerais vous parler de ma rue préférée de Saint-Brieuc. Évidemment, il y aurait 8000 autres trucs à vous raconter sur Saint-Brieuc. Voilà, moi, je vous raconte juste les trucs qu'il y avait dans ma visite, mais ma visite aurait pu être beaucoup plus longue. C'est pas dit, peut-être j'en referai. Mais en tout cas, ma rue préférée de Saint-Brieuc, c'est la rue du Général Leclerc. Alors, cette rue a toujours été ma rue préférée. Pourquoi ? Pour 3 raisons. D'abord parce que, il y a Johanne Dubois. Les briochins et les briochines savent précisément de quoi je veux parler. Les autres, allez taper sur internet. Mais c'est le meilleur chocolatier du monde. Commandez-en. Ils ont un mélange breton. C'est 22 €. Vous mettez ça sur ma carte de fidélité si vous y allez. C'est incroyable. Le chocolat est merveilleux. Donc, faites-le vraiment. Johanne Dubois, première raison pour laquelle c'est ma rue préférée. Deuxième raison, c'est que dans cette rue, il y avait Sainte-Cécile. Alors, Sainte-Cécile, aujourd'hui, c'est devenu un V&B, donc c'est un endroit où les gens boivent des verres entre collègues. Mais avant, moi, dans ma jeunesse, c'était un magasin de musique avec des CD, des DVD, des instruments. Moi, j'y passais des heures avec mes copines. Il y avait les CD de titres des To Be Free, des Spice Girls et tout ça. Après, là-bas, il y avait les DVD à 10 € et il y avait tout là-bas. C'était incroyable. Et même une fois de temps en temps, on avait le droit d'aller au fond du magasin où il y avait un petit truc qui nous empêchait d'aller. Mais quand on avait le droit d'y aller, c'est parce qu'on allait acheter un instrument. C'était trop la classe. C'était comme aller dans un endroit interdit. Il faut savoir que Sainte-Cécile, ce magasin, il a été ouvert en 1919 par un couple de Lorrains. En gros, ils tenaient une boutique d'instruments de musique classique dans la Meuse et le magasin s'appelait Musique. Non, je suis désolée pour cette blague, ça s'appelait Sainte-Cécile aussi parce que Sainte-Cécile, c'est la patronne de la musique. Un jour, leur fils, qui s'appelle Raoul, il part sur les champs de bataille, mais il est blessé par un obus et comme il faisait partie du 71e régiment d'infanterie qui est basé à Saint-Brieuc, il est envoyé en convalescence à Saint-Brieuc. Ses parents décident donc de quitter la Meuse pour venir le visiter, juste pour le voir.
Le truc, c'est qu'ils tombent amoureux de la ville de Saint-Brieuc et donc ils décident de s'y installer. Et ils se disent, c'est ici qu'on va s'installer, le plus loin possible de l'Allemagne. Donc ils ouvrent leur magasin de musique en 1919. Ce magasin, il va être ensuite repris par leur fils qui a survécu, puis leur belle-fille aussi, puis leur petite fille qui est encore vivante, puis le fils et la fille qui ont travaillé pendant longtemps, qui sont décédés il y a pas très longtemps, mais en tout cas, voilà, il y a eu 4 générations qui ont travaillé là. Et malheureusement, ça a fermé en 2018 parce que plus personne n'achetait de CD. Et puis les gens venaient tester les instruments de musique, mais ils venaient pas les acheter puisqu'ils les achetaient sur Internet. Voilà, moi je trouve ça tragique parce que Saint-Brieuc, c'est une ville qui est très jolie, mais en même temps, il y a un centre-ville qui est en train de reprendre des couleurs, hein, mais il y a quand même plein de magasins qui sont laissés vides. Donc de savoir que ça a été repris, c'est trop bien, mais quand même c'est trop triste qu'il n'y ait plus Sainte-Cécile. Et enfin, dans cette rue, c'est la 3e raison pour laquelle c'est ma rue préférée, il y a un café historique. Alors là, peut-être que les gens qui connaissent Saint-Brieuc doivent se dire, oui, le café historique, c'est chez Rollet. Alors ça se pourrait, notamment parce que ce café est aussi une histoire de famille, hein. Il a été ouvert en 1912, actuellement c'est la 4e génération qui tient ce bar. Louis Guillou, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avait ses habitudes là-bas, c'est le plus ancien café de Saint-Brieuc. Oui, c'est cool, mais moi j'y suis jamais entrée parce que c'est un bar à vin et en gros, moi comme je bois pas d'alcool, en gros souvent vraiment quand les gens me méprisent, je suis là, et vous savez quoi en sans alcool ? Et vraiment, les gens lèvent les yeux au ciel, donc voilà, je vais pas dans ce genre de trucs. Mais en tout cas, c'est effectivement un endroit mythique de Saint-Brieuc. Mais pour moi, le café le plus mythique de Saint-Brieuc, c'est le Nelson. Alors, ce qui est très surprenant pour les gens de Saint-Brieuc, c'est que Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, n'y sont jamais allés. En revanche, mes parents, Martine et Bruno Baousson, venaient boire du café là-bas parce que c'était l'endroit de Saint-Brieuc où le café était le moins cher à la fin des années 70. Donc voilà, ils étaient étudiants, ils avaient pas de thunes, ils allaient se rouler des pelles au Nelson. Donc s'il n'y avait pas eu le Nelson, peut-être que je serais pas là pour vous en parler. Actuellement, au Nelson, ils font des cafés avec un demi-donut et un Kinder Bueno dedans pour environ 3,50 €. Donc, je crois qu'on peut dire qu'ils ont su garder la clientèle lycéenne de Saint-Brieuc. Et les dentistes de la ville les remercient. En tout cas, le Nelson, moi, c'est là qu'on allait boire un café quand on allait au marché avec ma maman. Et je sais pas pourquoi. Cet endroit, pour moi, dans mon cœur, il est particulier et incontournable à Saint-Brieuc. J'espère que vous avez aimé cette visite virtuelle de Saint-Brieuc. C'est vrai que c'est pas forcément très simple de parler d'une ville et de parler de monuments quand on n'est pas devant. J'espère quand même que ça vous a donné envie de regarder au moins les bâtiments sur Internet, voire de venir à Saint-Brieuc. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Il y a des visites incroyables à l'Office du tourisme et aux archives municipales. Vraiment, vraiment. C'est des gens qui font un travail magnifique. C'est des gens qui sont passionnés. Donc faites-le. Il y a aussi le comité de quartier de Saint-Brieuc avec un mec qui s'appelle Kevin Magie. Je crois que ça se prononce comme ça, ou Maggie, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, c'est des gens qui sont passionnés. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, ça c'était Saint-Brieuc, mais en vulgaire. Et j'espère qu'on se verra le 13 mai à la Marche des Fiertés. Bisous! Ah, et sinon, moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les 3. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci!